Le Ghana a commencé 2025 avec un paradoxe brutal, zéro nouvelle mine, mais 2,7 milliards de dollars surgit en 4 mois. Cette explosion silencieuse a renversé une décennie de pertes et révélé que l'or ne manquait jamais. Il disparaissait et ce retournement fulgurant a fissuré toutes les certitudes installées. Alors, que signifie un tel basculement pour ceux qui observent, surtout quand l'ombre méthodique d'Ibrahim Traoré plane derrière chaque décision récente? Un pays arrête l'hémorragie, et soudain, le continent retient son souffle. Le Ghana n'a pas seulement inversé une tendance économique, il a ouvert une brèche qui force désormais une question plus vaste, presque inconfortable. Dans les mois qui viennent, comprendre ce basculement offrira un avantage stratégique décisif. Pendant des années, les débats sur l'or ghanéen ont tourné autour de promesses abstraites, de rapports encombrés de sigles et de chiffres contradictoires, mais jamais d'un exposé clair reliant pertes, contrôles et reprises mesurables. Ce récit change maintenant, car les données de 2025 montrent qu'un pays peut regagner sa marge budgétaire simplement en arrêtant l'érosion invisible qui l'a longtemps appauvri. Et cela oblige les observateurs, analystes, économistes, citoyens à recalibrer leur lecture de la souveraineté minière. Mais voici le point qui surprend même les experts. Ce retournement ne repose ni sur une découverte géologique, ni sur une technologie nouvelle, seulement sur un changement d'arbitre, un recentrage des règles et une transparence imposée là où régnait l'opacité. Un déplacement si simple en apparence qu'il fait naître un doute utile, presque un micro-choc narratif. Si tout cela tenait à un seul levier, pourquoi a-t-il été ignoré aussi longtemps ? En janvier 2025, 2 chiffres ont dévoilé ce que personne n'avait osé formuler clairement. 2,7 milliards de dollars en 4 mois et des exportations bondissant de 7500 kg à plus de 30 000 kg. Ces données froides mais incontestables ont brisé un silence de plusieurs décennies et révélé que l'or du Ghana n'avait jamais manqué, il s'évaporait. Pour comprendre cette rupture, il faut remonter à l'architecture d'un système qui fonctionnait comme une passoire organisée. Pendant des années, les multinationales basées au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou encore en Australie ont extrait l'or, l'ont raffiné ailleurs, vendu ailleurs, déclaré ailleurs, laissant au Ghana seulement des miettes comptables. Le pays apportait la terre, les entreprises étrangères ramassaient la valeur, et les contrats, privés, opaques, souvent inaccessibles, verrouillaient ce déséquilibre. Là où le public imaginait une simple inefficacité, les audits internationaux ont mis au jour une fuite systémique. 229 tonnes d'or disparues entre 2019 et 2023, soit 11,4 milliards de dollars évaporés dans des réseaux où contrebande, sous-déclaration et optimisation agressive fusionnaient en une mécanique bien rodée. Les routes étaient connues, Ghana, Togo, Dubaï, ou Ghana, Burkina Faso, Mali, Dubaï. Dans les aéroports, certains contrebandiers transportaient des lingots à la main, sans crainte, sans détour, sans obstacle réel. Ce n'était pas un secret, c'était une habitude. Et lorsque les représentants de l'État ghanéen intervenaient, il était déjà trop tard, les gains s'étaient envolés à l'étranger, figés dans des comptes offshore impossibles à auditer. Mais le tournant ne vient pas d'Accra, il vient d'un voisin, car c'est en observant le Burkina Faso et la méthode d'un capitaine de 37 ans au béret vert, Ibrahim Traoré, géologue de formation, intransigeant face aux contrats coloniaux déguisés, que le Ghana a trouvé son modèle. Un pays avait osé dire « stop », l'autre l'a vu, et a compris que la souveraineté n'était pas une utopie, mais un protocole reproductible. Pour suivre l'évolution du Ghana, il faut regarder ceux qui ont porté, sans l'avoir demandé, le poids d'un système qui les excluait, les petits mineurs. Leur rôle, longtemps marginalisé, devient la clé pour comprendre comment une transformation nationale peut naître de décisions prises loin des grandes salles de conférence. Sur le terrain, ce sont eux qui ont senti les premières vibrations du changement, bien avant que les chiffres ne captent l'attention des analystes. Prenons le cas d'un district aurifère du sud ghanéen. Pendant des années, les mineurs locaux vendaient leur or à des intermédiaires qui imposaient les prix, sous-payaient les charges et revendaient le métal dans des circuits opaques. Lorsque le Ghana Gold Board a commencé à structurer ses premiers achats, ces mêmes mineurs ont constaté un déplacement immédiat. Des prix plus stables,
des pesées contrôlées, un accès direct à un marché formel dont ils avaient toujours été exclus. Leur production n'a pas augmenté par magie. C'est leur part dans la chaîne de valeur qui a cessé de s'évaporer. Un autre exemple vient du Nord, où les contrebandiers utilisaient des routes transfrontalières pour siphonner les revenus. Là, les premiers contrôles coordonnés ont révélé un phénomène simple. Quand la surveillance se fait visible, la fuite diminue. Des cargaisons autrefois invisibles ont été interceptées non parce que les volumes avaient changé, mais parce que les règles avaient enfin un gardien. Ce sont ces micro-cas, discrets mais révélateurs, qui éclairent l'effet en cascade du nouveau cadre. Quand l'État reprend la porte d'entrée et la sortie du secteur, tout l'écosystème se réaligne. En fin de compte, l'équité commence toujours par le contrôle. Avant 2025, le Ghana fonctionnait comme un vase fissuré. L'or entrait dans le système, mais les gains s'écoulaient ailleurs. Après 2025, le vase a été colmaté d'un geste sec et inattendu. Ce pivot soudain n'était pas né d'une découverte minière, mais d'une décision politique inspirée par une dynamique déjà observée au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré avait démontré qu'un État pouvait reprendre la main sans recourir à des artifices économiques. Pour comprendre l'élan initial, il faut revenir au moment déclencheur. Le déclencheur a été un rapport, 229 tonnes d'or disparues en 5 ans. Ces chiffres ont éclaté dans l'espace public comme une alarme qu'on ne peut plus ignorer. Ce n'était pas seulement de la perte, c'était un système entier démontrant sa vulnérabilité. Le gouvernement nouvellement revenu au pouvoir ne pouvait plus s'abriter derrière les demi-mesures. À partir de ce moment, l'inertie n'était plus une option. La création du Ghana Gold Board a été l'étincelle. Une institution centrale, unique, chargée de réglementer, acheter et exporter l'or. Rien dans sa structure n'était décoratif. C'était une rupture totale avec la pratique habituelle. L'État devenait le premier arbitre et non le dernier spectateur. La date du 30 avril 2025 a marqué un tournant. Les acteurs étrangers ont été exclus du marché local. Les routes de contrebande ont senti pour la première fois une résistance coordonnée. Les intermédiaires perdaient leur influence. La phase d'intensification du changement apparaît ensuite, marquée par une série de ruptures rapides. Le changement a pris forme plus vite que prévu. Les mois suivants ont été une succession de retournements abrupts. Des cargaisons autrefois invisibles ont été saisies. Les achats nationaux ont explosé. Les exportations officielles ont franchi des seuils qui semblaient impossibles quelques mois auparavant. Le secteur artisanal, longtemps écrasé par les intermédiaires, a connu une renaissance. Pour la première fois, de petits mineurs vendaient leur production à un prix contrôlé, stable, vérifié. Les volumes exportés entre février et mai ont atteint plus de 41,5 tonnes, créant un flux que même les multinationales n'avaient jamais favorisé. La transparence imposée par Golba a contraint les pratiques souterraines à se dévoiler. L'économie a ressenti une pression inverse. Les fonds ne sortaient plus, ils rentraient. Les réserves de la Banque centrale ont augmenté. Le cédis s'est stabilisé. Les débats publics ont changé de ton. On ne parlait plus de survie, mais de récupération. L'éco-continental grandissait. Si un pays pouvait inverser la tendance aussi rapidement, que pouvaient faire les autres ? Les répercussions prolongées de ces décisions se manifestent alors dans toute l'économie. Les effets se sont étendus au-delà des chiffres. Des entrepreneurs locaux ont investi dans les infrastructures de raffinage. Les routes de contrebande ont perdu leur rentabilité. Les opérateurs illégaux ont dû se retirer ou se formaliser. Le récit économique national a basculé. L'or n'était plus un symbole de saignée, mais de souveraineté retrouvée. Et dans ce basculement, le nom d'Ibrahim Traoré revenait souvent, non comme un modèle imposé, mais comme une preuve vivante que les règles peuvent être réécrites. La dynamique était claire. Ce qui avait été perdu par fragmentation pouvait être récupéré par centralisation. Et ce qui semblait irréversible se révélait n'être qu'une illusion d'habitude. Le Ghana entrait dans une nouvelle phase, celle où la question n'était plus « peut-on arrêter l'hémorragie ?», mais « que peut-on reconstruire maintenant que la fuite est refermée ?» Au début de 2023, le Ghana n'exportait qu'environ 7 nanks d'or, un volume qui révélait l'ampleur de la fuite malgré une production suffisante. 2 ans plus tard, en 4 mois seulement, les exportations officielles ont dépassé 30 000 kg,
un delta qui montre une récupération plutôt qu'un miracle. Dans ce glissement statistique réside tout le mécanisme de la transformation. Ce qui sortait toujours existait déjà, mais n'apparaissait jamais dans les comptes nationaux. Pour comprendre la portée de ces chiffres, il faut examiner la nouvelle architecture réglementaire non comme un ensemble de lois, mais comme une chaîne cohérente d'obligations appliquées pour la première fois sans compromis. Le Ghana Gold Board, devenu Golba, fonctionne désormais comme point unique d'achat, de certification et d'exportation. Cette centralisation n'a pas créé de richesse supplémentaire, elle a empêché sa dispersion. En fixant un acheteur national unique, l'État a supprimé la fragmentation qui alimentait la contrebande. Là où des dizaines d'opérateurs concurrents créaient l'opacité, une seule interface publique réinstalle la traçabilité. La deuxième dynamique se trouve dans l'évolution du secteur artisanal. En 2024, les mineurs à petite échelle n'avaient exporté qu'environ 25 tonnes, un volume qui restait invisible dans les recettes publiques. En 2025, pour la même période, ils en ont exporté 55 tonnes, soit un doublement net. Cette hausse n'est pas liée à un accroissement de la production. Elle reflète l'intégration d'un secteur autrefois informel dans un circuit réglementé. Chaque gramme vendu à Golba remplace un gramme auparavant capté par des réseaux parallèles. La troisième dynamique réside dans l'accélération des recettes. En 2023, les exportations d'or avaient généré 2,10 à 19 milliards de dollars sur toute l'année. En 2025, en 4 mois, le Ghana a engrangé 2,7 milliards. Ces revenus ne sont pas attribués à une envolée des prix mondiaux. Ils résultent d'un resserrement des règles d'accès et d'un contrôle renforcé sur la chaîne logistique. À cette mécanique interne s'ajoute un facteur externe devenu central dans les débats régionaux, l'exemple du Burkina Faso. Les réformes d'Ibrahim Traoré, basées sur la nationalisation progressive, la transparence imposée et l'arrêt de l'exportation brute, ont servi de matrice opérationnelle. Ce n'est pas une reproduction aveugle, mais un transfert de logique. Placer l'État à l'origine et à la fin de la chaîne de valeur. Ce glissement, observé depuis Accra, a montré que la correction des fuites ne repose pas sur une complexité technocratique, mais sur une cohérence disciplinée. Le Ghana a ensuite introduit un groupe de travail militaro-civil chargé de la surveillance, caméras, GPS, contrôle sur routes périphériques, analyse systématique des cargaisons. Si ces outils ne créent pas de richesse, ils empêchent celles-ci de disparaître dans les marges. Autour de cette structure, un écosystème économique différent s'est formé. Raffinage local, investissement logistique, entreprises ghanéennes capables de concurrencer les acheteurs étrangers autrefois dominants. L'effet combiné de ces mesures forme une conclusion simple. Les chiffres n'illustrent pas une expansion, mais une récupération. Non une révolution technique, mais une maîtrise retrouvée. La montée fulgurante des revenus aurifères du Ghana a fait naître deux lectures antagonistes, chacune portée par des arguments cohérents. La première soutient que centraliser l'achat et l'exportation de l'or, comme l'a imposé Golba, risque d'étouffer la concurrence, de réduire l'efficacité du marché et d'ouvrir la porte à une bureaucratie lourde qui pourrait, à terme, reproduire les mêmes dérives qu'elle prétend combattre. Dans cette perspective, la suppression des intermédiaires étrangers et la création d'un acheteur unique seraient autant de signaux d'alerte envoyés aux investisseurs internationaux, lesquels pourraient réagir par une prudente mise à distance, diminuant les flux de capitaux essentiels aux infrastructures minières du pays. La seconde thèse avance l'idée inverse. En corrigeant une asymétrie structurelle, le Ghana ne ferme pas l'économie, il la réaligne. Cette position affirme que la fragmentation précédente n'était pas une concurrence saine, mais une mosaïque de pratiques opaques favorisant la contrebande et l'évasion de richesses. Les multinationales, protégées par des contrats peu transparents et des circuits extraterritoriaux, se situaient dans une zone où le marché était théoriquement libre, mais pratiquement verrouillé. Pour cette lecture, centraliser n'équivaut pas à contrôler arbitrairement. Cela consiste à restaurer un cadre où l'État peut enfin mesurer ce qu'il produit, vend et perd. Face à ces deux visions, la réponse se trouve dans les chiffres observés entre 2023 et 2025. Si la centralisation avait eu pour effet d'effrayer les investisseurs au point de contracter la filière minière, les exportations n'auraient pas presque quadruplé en 2 ans, ni généré 2,7 milliards de dollars en 4 mois.
De même, les mineurs artisanaux n'auraient pas doublé leur volume exporté, passant de 25 à 51,5 tonnes. Ces éléments empiriques indiquent non une fermeture du marché, mais une formalisation qui rend l'activité mesurable, traçable et intégrée. Les acteurs locaux ont gagné de l'espace, non par privilège, mais parce que les failles précédentes ont été refermées. Les craintes théoriques demeurent plausibles, mais les données concrètes montrent que les premiers effets sont ceux d'une stabilisation et non d'un déclin. Tout bascule à mi-parcours. Ce moment charnière apparaît lorsque les autorités ghanéennes comprennent que la transformation ne vient pas uniquement des lois adoptées, mais de la manière dont elles redessinent en temps réel la dynamique du pouvoir économique. Jusqu'ici, on croyait que l'État observait et réagissait. Soudain, il devient l'acteur central qui impose le tempo. Et cette inversion crée un effet de rupture perceptible dans tout l'écosystème minier. Le midpoint se révèle dans un détail presque banal, la date du 30 avril 2025. Ce jour-là, l'interdiction d'accès des acheteurs étrangers au marché local n'a pas seulement modifié les flux commerciaux, elle a changé la psychologie de la filière. Les routes de contrebande ont perdu leur sentiment d'impunité. Les intermédiaires, autrefois sûrs de leur position, ont vu leurs marges s'effondrer. Et les mineurs artisanaux ont découvert, parfois pour la première fois, la stabilité d'un marché qui ne les traite plus comme des variables d'ajustement. Dans ce renversement silencieux, la référence au modèle impulsé par Ibrahim Traoré devient plus qu'un parallèle régional. Elle agit comme un miroir stratégique. Le Ghana ne copie plus, il dépasse. Et la trajectoire se fige. Ce point médian n'est pas une pause, c'est un accélérateur. Les effets de la transformation ghanéenne se lisent d'abord dans la vie des nations et des institutions nationales, NN. Les finances publiques, longtemps comprimées par les pertes invisibles, ont retrouvé une marge de manœuvre. Les recettes issues de l'or, désormais captées dans des circuits officiels, permettent ensuite d'envisager des investissements stables dans les infrastructures et l'énergie. Cette rétention interne de valeur crée un environnement où les débats politiques portent moins sur la survie budgétaire que sur la priorisation stratégique. Une bascule rarement possible auparavant. Et c'est ici que se referme le premier Curiosity Loop. Quand un État contrôle sa ressource, il retrouve sa latitude. Du côté des dynamiques économiques, DN, l'effet est immédiat. Les intermédiaires étrangers, autrefois omniprésents, n'étant plus autorisés à opérer dans l'achat local, un espace inédit s'est ouvert pour les entreprises ghanéennes. De nouveaux investisseurs nationaux ont émergé, construisant des unités de raffinage, des réseaux logistiques et des plateformes d'exportation conformes aux standards internationaux. Cette croissance n'est pas spéculative, elle découle de l'assainissement du marché. Les chaînes de valeur locales s'étendent, rendant l'économie moins dépendante des capitaux extérieurs et plus résiliente aux fluctuations globales. Les niveaux de développement social, ND, ressentent eux aussi une transformation tangible. Les mineurs artisanaux, auparavant tenus à la périphérie, accèdent à des prix stables, à des pesées vérifiées et à un marché formel qui reconnaît enfin leur contribution. L'augmentation nette de leurs revenus se traduit par une amélioration des conditions de vie, une capacité accrue à financer l'éducation et une réduction de la vulnérabilité aux réseaux illégaux. Les programmes d'incitation, notamment les primes de dénonciation atteignant 10% de la valeur des saisies, ont aussi favorisé une participation citoyenne à la lutte contre la contrebande. Les communautés minières, longtemps exposées à l'exploitation, perçoivent un changement structurel. Elles deviennent actrices et non plus victimes. Enfin, les KUVUK, les résonances régionales, KV, composent le dernier volet. La réussite ghanéenne agit comme catalyseur dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le Mali explore la création d'un organe de surveillance nationale de l'or. Le Niger envisage de restructurer sa chaîne de valeur extractive. La Tanzanie réévalue ses lois abandonnées sous pression extérieure. Le modèle du Burkina Faso, incarné par Ibrahim Traoré, dont l'approche a inspiré les premières réflexions ghanéennes, devient un point de comparaison. Mais le Ghana se distingue en prouvant que de telles réformes peuvent être conduites dans un cadre démocratique. À mesure que ces dynamiques s'étendent, un message traverse les capitales régionales. L'autodétermination économique n'est pas un slogan, mais un protocole reproductible. Ainsi,
les conséquences ne se limitent pas aux lignes comptables ou aux statistiques annuelles. Elles recomposent la souveraineté interne, façonnent un marché plus robuste, améliorent les conditions sociales et redéfinissent les rapports de force régionaux. Et dans cette recomposition, l'or cesse d'être une ressource fuyante pour devenir un instrument structurant du pouvoir politique. Dans les mois à venir, l'évolution du Ghana dépendra moins des lois déjà votées que de la manière dont ces mesures s'inscriront dans un environnement régional encore mouvant. 3 trajectoires possibles se dessinent, chacune révélant un angle différent de la souveraineté minière nouvellement affirmée. Scénario base, consolidation guidée. Dans cette trajectoire, Golba stabilise son rôle d'acheteur unique, tandis que le système de traçabilité prévu pour 2026 s'installe progressivement. Les routes de contrebande, déjà fragilisées, continuent de perdre leur attractivité. Les recettes publiques se maintiennent à des niveaux élevés, sans pic spectaculaire, mais avec une constance qui permet au gouvernement de planifier des investissements dans les infrastructures rurales et la diversification industrielle. Les mineurs artisanaux conservent l'accès au marché formel, ce qui fixe une base sociale solide pour le secteur. L'économie reste prudente, mais robuste, et l'attention internationale se déplace vers les réformes prometteuses de la chaîne de valeur. Scénario optimiste, expansion structurée. Dans ce cas, les réformes ghanéennes deviennent un modèle adopté par plusieurs voisins. Le Mali, le Niger ou la Tanzanie avancent vers des cadres similaires, renforçant la coordination régionale. Cette convergence génère un marché ouest-africain plus homogène, augmentant la capacité de négociation collective face aux acheteurs internationaux. Le Ghana, utilisant son avance institutionnelle, devient un centre de raffinage et de certification pour la région. L'afflux de capitaux nationaux stimule l'innovation logistique. Les exportations raffinées remplacent progressivement le minerai brut et les recettes publiques augmentent de manière plus régulière. La stabilité du cadre réglementaire attire même certains investisseurs étrangers, désormais contraints de respecter les règles locales plutôt que de les contourner. Scénario worst, pression extérieure et tensions internes. Dans la trajectoire défavorable, la résistance des réseaux de contrebande se renforce. Certains acteurs étrangers tentent d'exploiter les zones frontalières pour contourner les nouvelles règles. Si la surveillance faiblit ou que les contrôles deviennent inégaux, les flux illicites pourraient réapparaître. Une partie des mineurs artisanaux, frustrés par des délais administratifs ou des prix fluctuants, pourraient retourner vers les circuits parallèles. La confiance publique s'éroderait, affaiblissant la légitimité des institutions et imposant au gouvernement des ajustements urgents. Le pays ne retomberait pas dans l'ancien modèle, mais verrait les gains récents ralentir, voire se fragmenter. Cadre de réflexion. Quel que soit le scénario, la question centrale reste identique. Le Ghana peut-il maintenir la cohérence entre contrôle, transparence et participation locale sans céder ni à l'excès administratif ni aux pressions extérieures? La réponse dépendra de sa capacité à préserver l'équilibre entre fermeté réglementaire et inclusion économique. Un équilibre délicat, mais désormais possible. Comprendre ce qui se joue au Ghana dépasse la seule analyse des flux d'or. Cela touche aux préoccupations concrètes de ceux qui observent, qu'ils soient citoyens, travailleurs ou membres de la diaspora. 3 groupes émergent, chacun portant une attente particulière face à cette transformation. Groupe A, ceux qui vivent près des zones minières. Pour eux, la question essentielle est de savoir si cette nouvelle structure économique se traduira par des conditions plus sûres, des revenus plus stables et la fin d'une exploitation qui a marqué plusieurs générations. Ils voient dans la formalisation du secteur une possibilité d'accéder enfin à un marché qui ne les marginalise plus. L'enjeu n'est pas théorique, il s'agit de la capacité à vivre dignement du travail quotidien. Groupe B, ceux qui observent depuis les villes ou les secteurs professionnels. Analystes, entrepreneurs, fonctionnaires ou étudiants cherchent à comprendre si la reprise des recettes publiques peut renforcer les infrastructures, stabiliser la monnaie ou encourager de nouvelles chaînes de valeur. Ils ne suivent pas seulement l'or, mais l'impact possible sur l'énergie, les transports, l'industrie légère. L'intérêt est pragmatique. Un État qui contrôle mieux ses ressources peut mieux planifier. Groupe C, la diaspora et les observateurs extérieurs. Ce groupe voit dans le Ghana un laboratoire africain, un exemple montrant que la souveraineté économique n'est pas une notion abstraite.
Il se demande si ces réformes pourraient être reproduites ailleurs et si les résultats mesurables constituent un argument solide pour réévaluer les relations avec les acteurs internationaux. Pour eux, cette transformation est un signal. L'Afrique peut fixer ses propres cadres. Deux suggestions émergent pour ceux qui suivent cette trajectoire. Rester attentifs aux implications sociales locales et analyser comment ces réformes influencent la stabilité financière à long terme. C'est en reliant ces niveaux, local, national, diasporique, que la portée réelle devient lisible. Pour transformer durablement la reprise actuelle en architecture stable, le Ghana doit suivre une trajectoire structurée où chaque étape renforce la précédente. Cette logique n'est pas théorique, elle découle directement des failles révélées entre 2019 et 2023 et des résultats observés depuis 2025. Voici une feuille de route qui consolide ses acquis tout en répondant à la question ouverte lors des précédentes sections. Comment garantir que la dynamique enclenchée ne s'essouffle pas? Étape 1, finaliser la chaîne de traçabilité nationale. Le système prévu pour 2026 doit devenir l'épine dorsale du secteur. Licences vérifiées, flux contrôlés, données intégrées. Sans traçabilité, les progrès restent vulnérables aux réseaux parallèles. Cette étape ferme définitivement la boucle entamée au P6. Étape 2. Stabiliser les prix pour les mineurs artisanaux. L'accès au marché formel doit s'accompagner d'un cadre de prix minimum transparent afin d'éviter le retour aux circuits informels. Une grille de référence publique limite les écarts et protège les communautés minières, réduisant les incitations à contourner Golba. Étape 3. Développer les capacités nationales de raffinage. En s'inspirant du modèle burkinabé initié par Ibrahim Traoré, la construction d'unités de raffinage national permet au Ghana de conserver une plus grande fraction de la valeur ajoutée. Cela ancre l'industrie localement et réduit la dépendance vis-à-vis des acheteurs internationaux. Étape 4. Harmoniser les règles avec les voisins directs. Une coopération technique avec le Mali, le Niger et la Tanzanie réduirait les différentiels réglementaires qui alimentent la contrebande transfrontalière. Le Ghana peut impulser ce mouvement grâce à son avance institutionnelle. Étape 5. Soutenir la diversification économique. Les revenus récupérés doivent nourrir l'énergie, les transports et l'industrie légère. Une dépendance trop forte alors fragilise l'économie. Transformer les recettes en moteurs industriels rend le système résilient. Cette feuille de route ne garantit pas l'absence de défis, mais elle fournit un cadre concret pour stabiliser ce qui a été récupéré. Le chemin parcouru par le Ghana trouve son écho dans les trajectoires individuelles évoquées plus tôt, celles des mineurs anonymes, des communautés périphériques et de ceux qui, pendant des années, ont observé leur richesse quitter le pays sans retour. Ce sont ces visages, souvent absents des rapports techniques, qui donnent sens à la récupération actuelle. En voyant la valeur restée, ils comprennent que la souveraineté n'est pas un mot de discours, mais une expérience vécue. Le rappel au modèle burkinabé n'est pas un hommage mécanique. Lorsque Ibrahim Traoré a imposé l'idée qu'aucun gramme d'or ne devait quitter son pays sans bénéfice local, il a montré que la rupture pouvait venir d'une décision simple, répétée avec constance. Aujourd'hui, le Ghana suit une voie similaire, non pour imiter, mais pour consolider sa propre autonomie économique. Ce parallèle agit comme un fil narratif. Deux pays, deux systèmes politiques, une même intuition, reprendre ce qui a longtemps échappé. Ce mouvement prend une dimension symbolique lorsque les résultats deviennent visibles dans les communautés. Les revenus stabilisés, les infrastructures envisagées et la confiance retrouvée composent un paysage où l'État n'est plus spectateur, mais garant. La souveraineté devient réelle lorsqu'elle change des vies. Ce que révèle la trajectoire du Ghana dépasse largement les frontières de son secteur aurifère. C'est une démonstration collective, une preuve que la transformation ne naît pas uniquement des institutions, mais aussi de ceux qui choisissent de suivre, de questionner et de participer. Chaque étape franchie, chaque fuite colmatée, chaque gain mesuré est le résultat d'une attention citoyenne qui refuse de considérer la perte comme un destin immuable. Lorsque les récits changent, les décisions suivent, et c'est ainsi qu'un pays redéfinit sa relation avec ses propres richesses. Cette histoire invite chacun à une réflexion simple. Comment un mouvement qui commence dans les mines
peut-il influencer l'économie, la politique et même la perception que les citoyens ont de leur pouvoir collectif. C'est une occasion de participer, non par obligation, mais parce que le dialogue public façonne l'élan qui maintient vivantes ces réformes. Alors dites-nous, comment percevez-vous cette transformation depuis votre ville, votre pays, votre quotidien ? Votre regard compte, car ce sont les voix qui observent, questionnent et partagent qui prolongent l'élan de souveraineté.